Bienvenue dans le Talk Afrique sur la panafricaine, média en TV. Depuis quelques années en Côte d'Ivoire, les cours de nombreux collèges et lycées sont violemment perturbés à l'approche des congés de fin d'année. Animés par le désir d'aller bien avant la date indiquée, des élèves s'adonnent à des actes de violence. Ils manifestent et délogent leurs camarades et enseignants des salles de classe avec souvent des coups de sifflet, des jets de pierre et de gourdins. Depuis fin novembre 2021, alors que le départ pour les congés de Noël était programmé du 17 décembre inclus pour prendre fin le 2 janvier 2022 inclus. Des perturbations ont été enregistrées dans des écoles de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Des élèves ont décrété leur congé de Noël au mépris du calendrier officiel. Et pourtant, une campagne d'invitation au civisme dénommée Zéro congé anticipé avait été lancée par la ministre de l'Éducation nationale et qui malheureusement n'a pas servi à grand-chose. 63 élèves coupables de troubles dans leurs établissements scolaires ont été arrêtés puis transférés dans la nuit du 23 au 24 décembre 2021 au centre de service civique de Bain-Bresso pour un redressement disciplinaire. Congé anticipé en Côte d'Ivoire, un fléau qui a la peau dure. Quelles en sont les causes? Quelles pistes de solutions pour une rébellion dans les écoles? Nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés pour en discuter Franck Etienne. Vous êtes journaliste, chercheur à l'IRGD, également auteur. Merci d'être avec nous. Merci. Sinclair Allah, vous êtes le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé FESI, nouvellement reconduit à ce poste pour un second mandat. Bienvenue également. Merci. Alors, avant de commencer à la Sinclair, si vous me le permettez rapidement, pouvez-vous nous expliquer le contexte qui a prévalu à votre réélection? Bon, à notre réélection, quelque chose que nous ne supprenait pas, parce qu'à la FESI, il y a des instances et avant d'aller au Congrès, tu dois pouvoir quand même avoir les statistiques. Et donc, nous avions la quasi-totalité des coordinations et sections de la FESI qui avaient même demandé que nous puissions reconduire notre mandat parce que pour nous, pour eux, le travail entamé n'avait pas encore atteint son point d'achèvement. Et comme les tests nous permettaient de briguer un second mandat, parce que chez nous, à la FESI, c'est 2 ans renouvelables une seule fois. Et c'est ce que j'ai accepté. Et à côté de la responsabilité de la FESI, je suis secrétaire général de la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique. Et lors d'une de mes missions à Genève, pour représenter l'école africaine lors des organisations de coopératives éducatives à Genève, on a appris que le campus était attaqué par des non-étudiants. Et entraînant la violence avec la déclaration de l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, et ça a fait beaucoup de bruit. Mais les choses se sont apaisées. Non, vous savez, c'était l'extérieur contre les étudiants. Et ça n'a pas duré. Parce que là-dedans, c'est un ancien membre de la FESI qui avait le désir de briguer le poste de secrétariat général, qui a vu qu'il n'y a aucune section qui a voulu passer par la violence. Ok. Alors, donc pour revenir à notre sujet du jour, on le sait, le phénomène des congés anticipés gangrène depuis quelques années. Est-ce que quelque part, ces élèves n'essaient pas de copier la FESI parce qu'on sait que la FESI, par moment, pour revendiquer, avait recours à ces élèves, déloger les élèves des salles de classe? Bon, vous savez, souvent, il ne faut pas mitiger le contexte. La FESI est une des organisations les mieux organisées au monde. Vous savez, chez nous, il y a un article qui privilégie le dialogue. Lorsque le dialogue est rompu, on se donne tous les moyens légaux pour pouvoir faire entendre la voix des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Nous avons des sit-ins, des meetings. Lorsque ça ne va pas, nous avons des marches pacifiques. Mais c'est nos membres qui sont dans les salles de classe et dans les amphithéâtres. Et pour que ça impacte, aujourd'hui nous sommes 7 500 000 en termes d'élèves et étudiants en Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'il y a 2 millions dehors, c'est difficile que dans un établissement où il y a 500 personnes, les gens fassent cours. Et pour nous, aujourd'hui, ce phénomène-là, on est surpris. Nous sommes véritablement surpris quand on fait croire au monde entier que c'est un nouveau phénomène. Attention, le phénomène de congé anticipé existe depuis des lustres. Voilà. Le problème qui se pose dans les lycées et collèges,
c'est que lorsque je deviens secrétaire général, alors mon slogan, c'est zéro violence pour la promotion de l'excellence. Nous avons des représentations dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire, mais ces représentations ne sont pas reconnues officiellement par la tutelle. On refuse d'échanger avec nos différents coordinateurs. On va y en arriver tout à l'heure. Franck Etienne, journaliste avec nous sur ce plateau, malgré les différentes campagnes de sensibilisation initiées par le ministère de l'Éducation nationale, le phénomène demeure. Selon vous, quelle est la base? Quelle est l'origine de ce problème? Et merci de nous recevoir déjà. Et je voulais être déjà d'accord sur un point avec Sinclair Allah pour dire que ce phénomène n'est pas nouveau. Voilà, il n'est pas nouveau. C'est vrai que quand nous, on était élèves, il y avait ce phénomène-là déjà. C'est-à-dire, mais c'était un peu plus tard. C'est-à-dire que si on devait partir en congé le 22, déjà à partir du 20, du 19-20, on manifestait. Et ce problème-là, moi, je le dis avec beaucoup de certitude, c'est parce que nos gouvernants n'ont pas anticipé. Ils n'ont jamais anticipé. Sinon, dans les années, nous qui avons fait le collège derrière dans les années 90, déjà on aurait pu imaginer la suite. On aurait pu imaginer la montée en puissance de ce phénomène-là. Parce qu'on avait commencé avec les bangers, avec les pétards à l'école. Donc on avait déjà commencé en ce temps-là déjà. Donc les gens auraient pu prévoir cela. Mais ça n'a pas été le cas. Deuxième chose, c'est notre système scolaire. Notre système scolaire ne fait plus aujourd'hui du maître le maître. Notre système scolaire aujourd'hui essaie de mettre sur le même pied d'égalité l'élève et le maître. Parce qu'on dit on est dans un système où on parle de APC, approche par compétence, qui fait en sorte que, qui exige que l'enseignant ne donne pas tout à l'apprenant et que l'apprenant, une partie de la connaissance vienne de l'apprenant. Ça fait que c'est un système qui est totalement, qui fait que désormais l'élève et le maître se retrouvent sur une droite horizontale. Alors qu'avant, le maître donnait tout. C'est-à-dire, il finit de nous expliquer et à la fin, il dit retenons. Il donne la leçon et l'enfant va à la maison et l'enfant va étudier cette leçon-là. Ça faisait que il y avait un mythe qui était là entre lui et le maître. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Donc, quel que soit ce que le maître va dire, l'enfant se sent, Mais le monde évolue, n'oubliez pas cet aspect. Arrêtons de dire que le monde évolue. Est-ce que le monde qui évolue là, est-ce que c'est avec nous qu'il évolue? Est-ce que c'est nous qui avons évolué? Nous n'avons pas évolué. En quoi est-ce que nous avons évolué? Nous, aujourd'hui, regardez, par exemple, je dénonçais ça. On envoie des enfants à 4 ans à l'école. Mais on n'a pas les mêmes capacités d'apprentissage que ceux qui pratiquent cela. Avant, nous, on est allé à l'école à 8 ans. Et c'était obligé d'aller à l'école à 8 ans. Est-ce qu'on est pour autant devenus des renégats? Est-ce qu'on a pour autant échoué dans la vie? On n'a pas échoué. Quand tu vas à 8 ans à l'école, jusqu'à 25 ans, tu commences à travailler. Mais les gens, ils vont à 4 ans à l'école. Donc les enfants sont souvent pris dans des spirales qu'ils ne maîtrisent même pas. Voilà, qui ne maîtrisent même pas. On arrive aussi, 2-3 personnes viennent pour déloger des enfants qui ont 11 ans et 10 ans, souvent 9 ans même en 6e. Vous comprenez que c'est difficile. Donc moi je pense qu'il faut qu'on arrive à repenser notre système. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que le maître redevienne le maître et que l'enfant soit d'un certain âge avant d'aller à l'école. D'accord. Alors, Ala Sinclair, en tant que SG de la FESI, est-ce que vous avez mené des actions pour anticiper ces troubles? Beaucoup d'actions. Il faut dire qu'en 2020, à l'issue d'un séminaire du Bureau exécutif national à Yamoussoukro, nous avons mis en gras le phénomène de congés anticipés. Mais à côté de ça, d'autres phénomènes qui minent notre système. Vous savez, on parle de congés anticipés, mais pour nous, c'est tout ce qui donne le courage à ces élèves. Et ceux qui sont dehors, qui ne font pas partie de la communauté scolaire, qui viennent en renfort. Il y a la drogue. La drogue a aujourd'hui pénétré le milieu universitaire scolaire au point où souvent l'élève n'est même pas responsable des pas qu'il pose. Et pour nous, c'est un des problèmes. Un des cas sur lesquels il faut être véritablement dur, voilà, avec le soutien des parents. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Non, c'est la sensibilisation. Nous,
Tout à l'heure, notre aîné a parlé d'adapter la formation, le cadre même de formation aux réalités. Parce que le problème, le mal est profond. Le mode de sélection des enseignants, il est à décrypter. La formation des enseignants est à décrypter. Et la formation des apprenants est à décrypter. Lorsque la corruption a gagné les lycées, collèges et les universités, lorsque on parle de phénomènes de torture sexuelle, lorsqu'on parle de notes sexuellement transmissibles... Est-ce des raisons pour lesquelles les enfants veulent anticiper sur la date indiquée? Non, mais quand il y a tout ça, on ne parle plus d'école. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que pour qu'on puisse anticiper les cours, mais il fallait qu'il y ait des cours. Il n'y a pas d'école. Justement. Nous avons parlé de la mobilisation de la communauté éducative autour de l'école. Ça commence d'abord par l'engagement du parent qui commence à suivre son enfant à la maison. Chaque enfant vient avec son éducation à l'école. Il y a certains parents qui ne connaissent même pas le numéro de l'éducateur, de niveau. Et donc l'enfant est livré presque à lui-même. Il y a cela. Il y a une image qui circulait la semaine dernière où un professeur DPS et son élève sont en train de se battre. Et d'autres sont en train de filmer. C'est sur les réseaux sociaux. Par exemple. Et moi, là où je suis encore d'accord avec lui, par exemple, le phénomène de la drogue. Mais ça découle du manque, par exemple, de clôture. Il y a des écoles aujourd'hui qui n'ont pas de clôture. Mais la clôture n'est pas forcément la barrière qui peut empêcher. Je veux dire, non, ça permet déjà, sans la clôture déjà, ça permet à tout le monde de passer. Moi, je connais des écoles qui sont dans des quartiers et la cour d'école sert de passerelle pour les populations. Ça veut dire que n'importe qui peut rentrer dans cette école-là et puis on ne sait pas s'il est élève ou pas. Il peut s'habiller juste en kaki. Après, il y a eu la suppression de certains frais annexes qu'on a beaucoup amputé au COGES. Par exemple, les enfants n'ont plus de macarons. Voilà. Il n'y a pas de macarons sur les tenues. Donc on ne sait pas, un enfant qui commet tel ou tel acte, on ne sait pas de quelle école il vient. Après, vous avez les surcharges dans les classes. Vous avez des classes où il y a 101 élèves. Mais avec 101 élèves, bon, pour une classe, j'ai dit 101 parce que c'est une classe que je connais très bien. Alors, 101 élèves dans une classe, comment vous voulez qu'il y ait de la sérénité? Les enfants s'asseyent 4 par banc. Il ne peut pas avoir de la sérénité. Parce que déjà, la tricherie, je vais dire, on n'a même pas, on peut pas interdire la tricherie à ce niveau-là déjà. Donc l'enfant même sans étudier, il sait qu'il peut copier, parce qu'au fond de la classe, l'enseignant n'arrive même pas à voir le fond de la classe. Donc vous prenez un enseignant qui, après 9 mois, ne connaît même pas le nom. Vous indexez le cadre. Mais bien sûr, il y a le cadre, il y a le système, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre. Alors, Étienne, est-ce que, selon vous, la FESI peut se dédouaner du pourrissement de l'environnement scolaire? Moi, j'ai été... vous posez la question à quelqu'un qui a été fessiste. Moi, j'étais à la FESI. Aujourd'hui, je suis quand même titulaire d'un 2A. Aujourd'hui, je suis quand même titulaire d'un Master 2 en sciences politiques. Aujourd'hui, je suis quand même titulaire d'un diplôme en intelligence économique. Est-ce que la FESI est aussi mauvaise que ça? J'y ai été. Non, il faut arrêter de tout mettre sur le dos d'une organisation qui ne demande, je veux dire, que le bien-être des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et il a dit tout à l'heure, c'est l'article 7 de la FESI, je ne sais pas si ça a changé, mais qui dit, on va à la négociation. On va à la négociation jusqu'à ce que la négociation soit rompue pour aller à autre chose. Moi, je vais vous donner un exemple simple. Un exemple simple. En 99, on a une plateforme revendicative. À la FESI, par exemple, il y a toujours une plateforme revendicative en début d'année. On a une plateforme revendicative et on revendique. Et à un moment donné, le président Henri Konan Bédié, qui était hors du pays, donc tous les étudiants, je me rappelle très bien, tous les étudiants, on avait espoir que quand le président allait venir, il allait prendre une décision qui allait nous arranger. Et je me rappelle, on ne partait pas au cours. Alors, quand le président Henri Konan Bédié arriva à l'aéroport, son premier discours, c'était de dire, je vais rencontrer les jeunes gens, je vais discuter avec eux et on verra comment on règle le problème. Mais je vous dis, le lendemain, on est allé au cours. Mais dès qu'on est allé au cours, le même soir, 2 jours après, le soir,
dans le journal de 20h, quelqu'un est venu dire non, ces enfants-là, ils ont des portables et des 4x4 pour coordonner les actions, donc il faut les laisser comme ça. Et ils nous ont laissé. Voilà les choses. Je veux dire que la FESI, il faut éviter de lui donner un dos trop large. Il y a des réalités qui sont là. Ce n'est pas la FESI qui n'envoie pas les tables bancs dans les écoles. Ce n'est pas la FESI qui ne clôture pas les écoles. Ce n'est pas la FESI qui n'éclaire pas les établissements. Et nous allons permettre ce n'est pas la FESI qui n'envoie pas les enseignants dans les établissements. Nous allons permettre Non, vous avez des écoles que moi je connais par exemple, où un enseignant de sciences naturelles est délégué pour aller enseigner mathématiques, par exemple. Ce n'est pas la FESI, ça. C'est bien pris. Ala Sinclair, est-ce que la FESI n'a pas failli quelque part? Vous avez entamé des campagnes de sensibilisation, mais le phénomène était là. Bon, il faut parler aussi, lorsqu'on parle des phénomènes qui existaient, il y a le nombre total des draines en Côte d'Ivoire et dans ce pays. Il y a certains draines qui ont compris qu'il faut travailler avec les représentants d'élèves. Et donc, vous prenez la grande coordination de Yamoussoukro, on ne parle pas de congés anticipés là-bas. Parce que là-bas, les autorités en charge de l'école échangent régulièrement avec les différents représentants de la FESI. Et là-bas, comme le mot d'ordre du secrétaire général que je suis, c'est qu'il n'y ait pas de délogement ou d'anticipation de cours dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. C'est suivi. Mais il y a des draines qui ne reconnaissent pas la FESI selon un arrêté. Parce qu'il y a d'autres syndicats. Voilà, madame la ministre, quand elle a dit qu'elle ne reconnaît pas la FESI dans le système, et donc certains administrateurs ne reçoivent pas la FESI, mieux, font arrêter ces élèves-là. Mais dans ces zones, il y a eu des perturbations. Et donc on ne demande pas à la FESI, parce que la FESI a une seule voix, c'est celle du secrétaire général. Mais actuellement, Mme Kandia Camara n'est plus ministre de l'Éducation nationale, c'est Mme Marietou Koné. Est-ce que vous avez été associé à la campagne Zéro congé anticipé? Mais vous savez que c'est nous qui avons demandé les états généraux de l'école. Et Mme Marietou, le professeur Marietou, Mme la ministre, n'a pas invité ni associé la FESI au lancement même des états généraux de l'école. C'est nous qui avons demandé. Et donc, si pour ces grands rendez-vous de l'école, revendiqués par la FESI depuis des années, aujourd'hui, le gouvernement a décidé mais on doit associer la FESI. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas pour la campagne zéro violence. C'est lorsque ça ne va pas qu'on fait appel à la FESI. Or, nous, depuis des années, nous disons que nous avons des solutions pour que tous ces phénomènes-là sortent du système éducatif, puisque notre objectif, c'est la promotion de l'excellence. Et je le dis, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on veut forcément, on ne veut pas faire la part des choses. Il y a des secteurs dans lesquels on n'a même pas besoin d'inclure la politique. Par exemple. Malheureusement, on ne peut pas aller voir un médecin et on dit que le patient, celui-là, il est FPI, donc moi, je suis PDCI, je ne peux pas le traiter. Mais lui-là, il est RDR, moi, je suis FPI, il ne le traite pas. C'est une décadence. À l'école, c'est pareil. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit l'association des enseignants issus d'un parti politique. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit des associations à caractère syndical qui sont des jeunesses des partis politiques. Il n'y a pas d'objectivité à ce niveau. À l'école, on doit se débarrasser de tout ça pour poser les problèmes de l'école. Le lycée scientifique qui était la vitrine de l'excellence en Afrique, mais aujourd'hui, quand vous voyez l'état de délabrement du lycée scientifique, il y a matière à se poser des questions. D'accord, on va poursuivre, nous allons poursuivre rapidement. Donc la FESI n'a véritablement rien à voir avec tout cela. Il faudrait engager tous les acteurs du système autour de l'école qui va très très mal. Nous allons poursuivre. 72 élèves ont été identifiés, dont 5 filles et 24 adultes. Une première vague de 63 ont été envoyés à Bembresso, un camp de redressement. Quel est votre avis sur la question? Non, moi, il ne s'agit pas pour nous de déplacer les problèmes. Ces camps ont été réalisés pour les enfants microbes, les microbes. Combien de microbes ont été envoyés et présentés à la télévision? Combien? La FESI faisait partie des associations qui ont créé des séminaires pour donner des solutions pour la question des enfants microbes en Côte d'Ivoire. Je profite pour saluer le docteur Niapia, qui était avec nous, avec toutes ces associations qui étaient là ce jour. Aujourd'hui, les enfants microbes sont là, ils sévissent. Ces camps-là, on ne peut pas envoyer des élèves sous prétexte que c'est des perturbateurs de cours, et puis les filmer, les faire passer à la télévision nationale, les faire passer sur les réseaux sociaux. Pour nous, les psychologues ont leur rôle dans le processus d'éducation d'un enfant. Et ils sont pleins dans les universités, on dit qu'il n'y a pas de travail pour eux. Je pense que le gouvernement doit recruter tous ces psychologues qui ont fait des études. Et c'est à ça que ça sert.
Le message est bien compris. Franck Etienne, les réactions sont mitigées sur cette question des enfants envoyés à Bimbresso. Oui, absolument. Les réactions, comme on pourrait s'y attendre, sont mitigées. Parce que, comme j'ai dit souvent, faut qu'on sache exactement ce qu'on veut. Voilà, faut qu'on sache exactement ce qu'on veut. On veut faire ces enfants des militaires. On veut les punir parce qu'ils ont, comment on appelle ça, parce qu'ils ont perturbé les cours. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est le système qui existe de punition des enfants, voilà, des élèves? Qu'est-ce qui a été prévu? Qu'est-ce que la loi prévoit? Parce qu'aujourd'hui, la discussion, c'est à ce niveau-là. Beaucoup de personnes estiment que c'est pas légal ce qui se passe là-bas, parce que la loi, ils ne sont pas passés devant un juge, c'est ce que les gens disent, ils ne sont pas passés devant un juge, donc c'est pas prévu, en tout cas, cette forme-là est illégale. Deuxième chose, comme Sinclair le disait tout à l'heure, ces camps-là n'ont pas été conçus à l'origine pour des élèves. Donc, à quel moment est-ce qu'on les a adaptés? C'est vrai, toutes les images qu'on nous montre, toutes les vidéos, tous les films qu'on nous montre, personne ne nous dit à quel moment est-ce que ça a été adapté pour des élèves. Est-ce que quand les élèves là sortent de là-bas, ils viennent faire quoi? Ils viennent pour continuer à être élèves ou alors ils rentrent dans la vie active? Mais je vous dis, pour l'expérience que j'ai de ces traitements-là, parce que j'ai été scout, voilà. Nous, quand on était scout, quand on va dans les camps et que c'est dur, et que le camp doit durer, par exemple, une semaine, au bout de 3 jours, on a envie de déserter le camp. Mais au dernier jour, on a tous envie de rester au camp. Je veux dire que la formation finit par vous donner une certaine force et une certaine fierté, de sorte que vous avez envie de revenir. On avait notre slogan qu'on disait « prêt à recommencer avec sourire aux lèvres ». Donc je crains des gens qui demain... Exactement. Je crains qu'on forme des caïds. Voilà. On est en train de former des caïds, surtout déjà qu'on parle de la drogue, j'imagine. C'est-à-dire que tant qu'on ne nous donne pas le cadre légal et les détails de ce qui s'est passé à Bimbresso, parce que là, on a juste que des images, mais tant qu'on n'a pas les détails de la formation, on ne pourra pas mieux apprécier le devenir ou bien le futur par rapport à ces enfants-là. La suite après cette formation. C'est un peu ça. Alors, rapidement, vous allez répondre à la dernière question avant de passer la parole à Ala. Quelle solution pour mettre fin à ce fléau? Pour moi, il faut examiner. Il faut prendre le temps, parce que là, il y a les états généraux, mais il faut prendre le temps de réexaminer nos systèmes éducatifs. Il faut prendre le temps de réexaminer nos systèmes éducatifs. Déterminons désormais les effectifs dans les classes. Voilà. Combien d'élèves par classe? Combien d'enseignants par établissement? Il faut qu'on arrive à déterminer clairement. Il y avait une politique qui avait été par les gouvernements passés, la politique de l'excellence. Chaque année, on désignait des établissements comme des établissements excellents. On avait le lycée classique au départ, le lycée Sainte-Marie. Vous voyez que dans ces établissements-là, il n'y a pas de ces phénomènes-là. Donc, il faut qu'on renoue avec la politique de l'excellence, de détermination ou bien d'érection de certains établissements en établissements d'excellence. Au fur et à mesure, je pense que ça devrait pouvoir... Alors, Sinclair, quelle solution proposez-vous? Non, pour moi, déjà, pour le phénomène de congé anticipé, je pense qu'il n'y a rien à faire. Nous avons élaboré un calendrier à partir de janvier où nous allons occuper les 22 draines de Côte d'Ivoire juste pour pouvoir lancer un défi à l'opinion nationale pour les congés de Pâques. Et les gens verront que lorsque la FECI décide et qu'on laisse le soin à la FECI d'élaborer, de déployer sa stratégie, ça passe. Il faut dire que sur les 22 draines, il n'y a pas beaucoup de draines qui ont été perturbées. Alors, pas beaucoup de draines qui ont été perturbées, c'est parce que là-bas, les draines en cachette, eux-mêmes des proviseurs, collaborent et travaillent avec les représentants des élèves. Mais à côté de ça, j'insiste qu'il faudrait qu'on donne du travail à ceux qui aiment le métier. Il y a des gens qui aiment l'enseignement, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens. On dit qu'il y a 7000 places pour CAFOP. Et on doit payer 70 000. Et il y a 70 000, 90 000 candidats. Mais c'est 70 000 qu'on paye pour pouvoir passer le concours. Le message est très bien compris. Non, mais ce n'est pas la peine de me tromper, parce que c'est ça.
C'est le mot profond du système. Quelqu'un qui veut enseigner mathématiques, qui n'a pas les moyens. Or, on a un manque criard d'enseignants dans les établissements. Dans un système universel, normal, on dit de 20 à 25 élèves par classe. Mais nous savons que ça, c'est impossible en Côte d'Ivoire, parce qu'on a 102 à 105 élèves. Pourquoi ne pas recruter des enseignants? Alain Sinclair, merci beaucoup pour votre intervention. Franck Etienne, merci. Alain Sinclair, merci à tous deux d'être passés sur le plateau du Talk. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à tous nos téléspectateurs. L'information se poursuit sur Médian TV.